A federal judge dismissing the criminal cases against former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James. The dismissals are not about the merits of the case, but with Trump's handpicked prosecutor, Lindsay Halligan. The judge finding her appointment as interim U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia as invalid, and therefore she does not have the authority to present indictments. Certains épisodes mettent en évidence non seulement des décisions individuelles, mais aussi des failles potentielles dans l'architecture institutionnelle censée les contenir. Le 14 novembre, lors d'une audience officielle de la Commission judiciaire du Sénat, la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, a fait une déclaration qui a brusquement interrompu le déroulement prévu d'une session qui, jusqu'alors, était considéré comme faisant partie du calendrier régulier de contrôle législatif. Le contenu de son discours ne concernait pas seulement des éclaircissements sur les procédures internes. Pour la première fois lors d'une audience formelle, une responsable du ministère de la Justice a reconnu avoir autorisé de manière rétroactive la formalisation d'actes qui, selon la Constitution, nécessitaient une désignation préalable valide. Ce qui était en discussion n'était ni un retard bureaucratique, ni une interprétation technique. Ce qui a été entendu était l'aveu public d'une violation directe de la clause de nomination de la Constitution des États-Unis. L'ambiance de la séance laissait déjà présager quelque chose d'inhabituel. La présence de sénateurs connus pour leur engagement en faveur de l'intégrité du système judiciaire s'accompagnait d'un ordre du jour chargé qui comprenait l'embauche de conseillers liés aux événements du 6 janvier, le secret entourant les listes associées à l'affaire Epstein et l'action des procureurs dans des affaires sensibles impliquant des alliés et des opposants du président Donald Trump. Mais c'est l'aveu fait par Bondi, en réponse à une question directe qui a changé le cours de la réunion. Selon les comptes rendus officiels de l'audience et les documents judiciaires joints au dossier, Bondi a reconnu avoir signé, après les faits, la nomination officielle d'un procureur qui intervenait déjà dans des affaires politiquement délicates. La tentative de valider a posteriori la légalité d'actes procéduraux menés sans autorisation formelle soulève des questions qui ne se limitent pas à la sphère administrative. Elles touchent au cœur même de la séparation des pouvoirs. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Les juristes interrogés par des médias spécialisés immédiatement après l'audience ont souligné que la pratique décrite par Bondi ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence consolidée de la Cour suprême. Au contraire, depuis les décisions fondatrices sur les limites de l'action de l'exécutif, l'interprétation dominante est que les actes pratiqués par des agents qui ne sont pas dûment investis d'une fonction publique spécifique sont, juridiquement, nuls. Ce que Bondi a admis avoir fait ne modifie donc pas seulement la validité d'un ensemble de procédures, mais remet en cause la légitimité même de l'autorité qui les a autorisées. Cela explique pourquoi les répercussions de l'affaire ne se sont pas concentrées sur les lignes partisanes. Dans l'après-midi du même jour, des experts liés à des centres juridiques conservateurs ont exprimé dans des notes publiques leur inquiétude quant aux précédents créés lorsque la direction du ministère de la Justice agit en violation de la clause constitutionnelle qui régit sa propre existence. Cet épisode a également déstabilisé un discours qui s'était construit ces derniers mois autour de l'idée que le système judiciaire était en train de se normaliser après des années de tension entre les pouvoirs. En reconnaissant une pratique incompatible avec les fondements constitutionnels de la fonction qu'elle occupe, Bondi a réintroduit l'idée qu'il existe encore des zones d'opacité institutionnelle dans des secteurs critiques de l'administration publique. Il ne s'agit pas seulement de la validité formelle d'un document, mais d'une tentative explicite de réorganiser rétroactivement les faits pour les adapter à la forme. La chronologie des événements en soi indique une séquence incompatible avec les principes de l'état de droit. D'abord les actes procéduraux, puis la formalisation de l'agent qui les a menés, et seulement ensuite la tentative de validation rétroactive. L'inversion de cet ordre n'est pas un détail technique. C'est la négation du principe selon lequel l'autorité publique doit précéder l'action
et jamais l'inverse. Les prochaines étapes institutionnelles dépendront, dans une large mesure, de la réponse que le Congrès et les organes de contrôle décideront d'adopter. Mais ce qui s'est déjà consolidé, c'est un nouveau niveau de complexité juridique dans le traitement de la relation entre l'autorité politique et la légalité constitutionnelle. Le discours de Bondi ne sera pas oublié comme une simple polémique lors d'une audience législative. Il a été enregistré, transcrit et joint aux procédures judiciaires en cours. Son effet est cumulatif. Il modifie la manière dont les actions passées du ministère de la Justice sont interprétées et en même temps conditionne la crédibilité de ses décisions futures. C'est ce type de déplacement institutionnel, lorsqu'un détail technique révèle un déséquilibre plus important, qui rend fondamental le suivi continu de cas comme celui-ci. Notre rôle ici est précisément de maintenir cette attention en analysant les développements avec indépendance et clarté afin que des épisodes apparemment ponctuels ne soient pas traités comme du bruit, mais comme un signal. À partir de là, l'épisode impliquant la procureure générale Pamela Bondi cesse d'être interprété comme une exception individuelle et s'inscrit dans un champ plus large de convergence institutionnelle qui expose les tensions latentes au sein même de l'appareil juridique fédéral. La nomination rétroactive d'un procureur qui menait déjà des enquêtes très sensibles n'est pas seulement une question d'ordre fonctionnel. Elle touche directement au cœur de l'architecture constitutionnelle qui régit la légitimité de l'exercice de l'autorité publique aux États-Unis. La clause de nomination, prévue à l'article 2 de la Constitution, définit clairement les procédures requises pour la nomination légale des agents de l'exécutif à des postes décisionnels. Il s'agit d'un dispositif qui, bien que technique dans sa formulation, remplit une fonction essentielle dans la séparation des pouvoirs. Ce qui est en jeu dans cette affaire, ce n'est pas seulement la validité d'une signature tardive, mais l'existence ou non d'une autorisation constitutionnelle au moment précis où les décisions ont été prises et les actions exécutées. Cette exigence de simultanéité entre la nomination valide et l'exercice de la fonction n'est pas purement décorative. Elle constitue le mécanisme qui empêche l'exercice du pouvoir par délégation informelle en dehors des contrôles institués. C'est dans ce contexte que les développements internes au sein du ministère de la Justice prennent une nouvelle dimension. Des documents judiciaires postérieurs à l'audience ont révélé que l'équipe juridique du ministère elle-même avait reconnu par écrit que la tentative de validation rétroactive de la nomination n'avait aucun fondement juridique. Cela signifie non seulement que l'action a été menée, mais aussi que l'institution était consciente de son caractère inapproprié. Cette combinaison, action irrégulière et reconnaissance interne de l'irrégularité, transforme l'analyse de l'affaire. Il n'est plus possible d'alléguer l'ignorance ou l'erreur d'interprétation. La réponse judiciaire à cet épisode devra inévitablement tenir compte de ce degré d'intentionnalité. À cela s'ajoute une série de nominations et de décisions administratives prises au cours des mois précédents, qui, rétrospectivement, semblent suivre un schéma d'action en dehors des protocoles constitutionnels habituels. Le recrutement de fonctionnaires liés à des épisodes de rupture institutionnelle, la conduite d'enquêtes biaisées et l'omission de critères formels de transparence dans les procédures confidentielles composent un scénario d'informalisation de l'exercice du pouvoir. Bien que chaque mesure, prise isolément, puisse être interprétée sous de multiples angles, la récurrence des déviations procédurales dans les décisions concentrées autour de la figure du procureur général soulève la question de l'existence d'une logique sous-jacente. Il ne s'agit pas d'attribuer une intention politique, mais de reconnaître que les normes institutionnelles sont déstabilisées par des pratiques répétées qui échappent au contrôle formel établi. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode n'a pas été immédiatement relégué aux actualités du moment. L'impact juridique d'un acte qui contredit la structure des nominations serait déjà, en soi, significatif. Mais l'insertion de cet acte dans une série de comportements qui défient les rites institutionnels transforme l'exception en indice. Le débat qui s'engage alors ne porte pas seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ce qui se passe actuellement.
Les parlementaires des deux partis ont commencé à remettre en question l'absence de mécanismes plus efficaces de supervision continue du ministère de la Justice, en particulier lorsque les décisions juridiques se rapprochent d'intérêts politiques en conflit. La Cour suprême, bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée officiellement sur l'affaire Bondi, dispose de précédents importants sur la question de l'autorité déléguée. Dans des décisions antérieures, la Cour a déjà établi que l'absence d'investiture légale à des postes de nature juridique rend nulles toutes les actions accomplies pendant cette période. La jurisprudence n'admet pas la régularisation rétroactive de l'autorité lorsque l'exercice du pouvoir a été matériel et a produit des effets juridiques concrets. Le risque ne réside donc pas seulement dans une condamnation future, mais aussi dans la possibilité que des procédures déjà closes soient délégitimées judiciairement, avec des répercussions institutionnelles imprévisibles. Un autre point critique est l'exposition personnelle du procureur général à une responsabilité directe. La doctrine juridique qui traite de l'usurpation de fonctions publiques prévoit que les agents qui exercent des pouvoirs sans avoir été dûment nommés encourent non seulement l'invalidité de leurs actes, mais aussi une responsabilité civile et pénale, selon la gravité du cas. Lorsque cet exercice abusif est le fait d'une autorité suprême, le cadre juridique peut aller jusqu'à qualifier les faits de faux idéologiques, d'entrave à la justice et d'abus de pouvoir. Chacun de ces cadres dispose de sa propre jurisprudence et de critères spécifiques, mais tous ont un point commun: l'absence d'immunité automatique liée à l'occupation d'une fonction publique. Le ministère de la Justice, en reconnaissant dans un document officiel que la tentative de validation rétroactive n'avait aucun fondement juridique, a créé un dilemme interne. Si la direction de l'organisme a agi à l'encontre de la recommandation technique de ses propres procureurs, il y a alors un désalignement fonctionnel qui doit être expliqué. Cette dissociation entre l'autorité administrative et le corps technique peut affaiblir les actions futures du ministère et compromettre la confiance des autres organismes dans la cohérence de ces actes. Le risque est double, juridique en raison de la nullité potentielle des actes passés, et politique en raison de l'instabilité institutionnelle que ce type de dissension génère au sein de la structure du gouvernement fédéral. L'affaire Bondi renforce également l'impression que les frontières entre l'exercice technique de la fonction publique et l'utilisation stratégique de l'appareil d'État sont de plus en plus floues. La convergence d'épisodes impliquant des nominations atypiques, des décisions dont la motivation est contestée et des aveux publics de conduite non conformes à la norme laisse entrevoir un scénario dans lequel la distinction entre erreur et méthode doit être examinée avec plus de rigueur. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de déterminer ce qui s'est passé, mais de comprendre ce que cet épisode révèle sur les dynamiques institutionnelles actuelles. C'est précisément dans ce type d'analyse, centrée sur l'évolution des faits et l'interaction entre les acteurs du système, que nous cherchons à approfondir notre travail. La proposition ici est de suivre ces mouvements de manière continue, en contextualisant les décisions et en soulignant ce qu'elles indiquent sur le fonctionnement plus large des institutions démocratiques. Les interprétations divergent quant à la portée juridique des actes attribués à la procureure générale Pamela Bondi. Pour certains analystes, la tentative de validation rétroactive peut être considérée comme une irrégularité administrative, susceptible d'être corrigée, sans effet durable sur l'ordre institutionnel. Pour d'autres, cependant, la reconnaissance de l'absence d'investiture légitime au moment où les actes ont été commis compromet le fondement même de la légalité, rendant ces mesures juridiquement précaires et institutionnellement insoutenables. Cette divergence ne se limite pas à la technique normative. Elle révèle des visions différentes des limites de l'autorité publique et du rôle du système judiciaire dans la maîtrise des défaillances internes. À l'heure actuelle, le débat s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier concerne la responsabilité personnelle de la procureure générale. Les juristes qui défendent une interprétation plus stricte de la Constitution soutiennent que Bondi peut être poursuivi en vertu des dispositions fédérales relatives à la falsification de documents et à l'entrave à la justice.
surtout si l'intention délibérée de contourner les exigences formelles est avérée. À l'inverse, les experts favorables à une interprétation plus large font valoir que la complexité politique et institutionnelle de la fonction exige de la prudence dans l'application de sanctions sévères à l'encontre des autorités nommées. Malgré leurs divergences, ces deux courants ont un point commun. La question centrale n'est ni morale ni partisane, mais structurelle. Le deuxième axe de la controverse concerne les effets concrets de l'éventuelle invalidité des actes accomplis par le procureur dont la nomination a été officialisée de manière rétroactive. Si les tribunaux adoptent l'interprétation selon laquelle ces actes sont juridiquement invalides, les enquêtes, les accusations et les décisions ultérieures pourraient être annulées, produisant un effet en chaîne avec un impact direct sur les procédures sensibles, tant celles en cours que celles déjà closes. À l'inverse, certains défendent le maintien de ces actes sur la base du principe de l'apparence de l'égalité, afin d'éviter la désarticulation fonctionnelle du système. La tension entre stabilité institutionnelle et rigueur constitutionnelle reste sans solution uniforme, et chaque instance pourra adopter des interprétations différentes en fonction du contexte spécifique de chaque cas. Le troisième axe, considéré par beaucoup comme le plus sensible, concerne la dimension politique de l'épisode. La manière dont les instances supérieures traiteront l'affaire pourrait établir un précédent susceptible d'influencer les litiges futurs, soit pour normaliser des pratiques similaires, soit pour les qualifier d'abusives. Il s'agit d'un précédent qui transcende le domaine juridique. Il façonne la perception des futures autorités quant aux limites de leur action. Une issue permissive peut être interprétée comme un signe de tolérance institutionnelle. Un jugement sévère, en revanche, pourrait être considéré comme une judiciarisation excessive de la politique. Aucune de ces interprétations n'est neutre. Toutes ont une incidence directe sur la confiance du public dans les institutions américaines. Les informations disponibles indiquent que les alternatives institutionnelles à l'étude comprennent le classement de l'affaire, l'ouverture d'une enquête formelle avec une éventuelle responsabilité pénale, ou l'ouverture d'une procédure administrative. Chacune de ces options a des implications différentes pour le procureur général, le ministère de la Justice et l'équilibre des pouvoirs. À ce jour, aucune décision n'a été officialisée. Le ministère de la Justice maintient un silence institutionnel. Le Congrès évalue en interne la possibilité de nouvelles audiences. La Cour suprême n'a pas encore été saisie directement, bien que des observateurs indiquent que ses ministres suivent de près l'évolution de l'affaire. Des analystes indépendants soulignent également le rôle du temps dans ce processus. Le report des décisions peut, d'une part, alléger la pression politique immédiate et permettre une analyse plus technique. D'autre part, il peut alimenter la perception d'une hésitation face à d'éventuelles violations importantes. Il n'y a pas de consensus sur lequel de ces effets tend à prévaloir. Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est une impasse institutionnelle, soutenue par l'absence de réponse formelle et par la gravité accumulée des faits. Dans ce scénario, Bondi continue d'exercer pleinement ses fonctions, malgré les controverses juridiques qui entourent la validité des actes antérieurs. Cet état de suspension institutionnelle dans lequel une autorité reste en fonction, alors que sa conduite est débattue publiquement sous l'angle de la légalité, n'est pas courant. Chaque fois qu'il se produit, il soulève des questions sur la capacité du système à exercer un contrôle effectif sur ses propres agents. Pour certains analystes, cette permanence reflète l'équilibre institutionnel et le respect des garanties formelles. Pour d'autres, elle met en évidence la fragilité des mécanismes de responsabilisation. Dans les deux cas, cet épisode démontre que les instruments de contrôle sont mis à l'épreuve de manière directe, sous l'œil constant du public. Les répercussions de cette affaire dépassent le cadre de la procureure générale. Cet épisode pourrait redéfinir les paramètres d'action du ministère de la Justice, tester la robustesse des contrôles internes et établir des références pour les administrations futures. En fin de compte, c'est la définition même de ce que signifie agir dans le respect de la légalité, lorsqu'on occupe un poste doté de pouvoirs exceptionnels qui est en débat. C'est précisément parce que nous reconnaissons ce degré de complexité que le suivi de l'affaire se poursuit.
Chaque décision prise, chaque mouvement institutionnel et chaque silence prolongé contribuent à révéler comment le système américain réagit, ou hésite à réagir, face à ses propres limites constitutionnelles.